Bonjour à tous, normalement aujourd'hui ça va être le dernier cours que je vais devoir vous faire en vidéo, puisqu'on va reprendre les cours en classe entière. Donc on va simplement faire la partie du cours, le grand 2, grand A. On a fini la dernière fois en classe le grand 1, en gros on avait étudié les différentes sources de pouvoir de marché. On avait dit que les entreprises, elles essayent de... Donc quand elles sont en situation de concurrence pure et parfaite, elles n'ont pas de pouvoir de marché, elles ne peuvent pas influencer les prix, mais que dans la réalité, les marchés ne sont pas parfaitement concurrentiels et qu'il y a différentes sources de pouvoir de marché pour les entreprises. Le pouvoir de marché, je rappelle, c'est la capacité pour une entreprise à influencer les prix par elle-même. Et on avait vu 4 sources de marché principales. On avait vu les barrières à l'entrée, le nombre limité d'offreurs, les ententes et la différenciation des produits. Et dans le document 5, on avait vu la typologie du coup de la concurrence imparfaite. On avait vu que on peut avoir s'il n'y a qu'un seul producteur, un bien homogène, un monopole, un petit nombre d'offreurs, un oligopole, ou alors un grand nombre d'offreurs. Si les biens sont homogènes, ça va être la concurrence parfaite, mais s'ils ne sont pas homogènes, c'est la concurrence monopolistique. Je ne sais pas si on est allé complètement au bout de ce document-là avec le groupe 2, du coup, avec qui j'avais commencé le cours. Si c'est pas le cas, allez voir le cahier de texte, puisque j'aurais fait le détail de ce document-là, je ne vais pas revenir sur le document 5 ici, et parce qu'on va passer à la suite. Donc là, en fait, on va terminer l'étude des documents que je vous ai distribués la dernière fois que je vous ai vu en main propre, donc les documents qui étaient sur les feuilles volantes. Après, on passera au dossier documentaire. Donc, grand 2, comment fonctionnent les monopoles? Et on commence par le grand A, les différents types de monopoles. Et on va voir qu'il y a 3 différents types de monopoles, en gros 3 raisons qui expliquent l'existence de monopoles, et on va étudier un document par monopole. On commence tout de suite avec le document 6, un monopole naturel, la distribution de gaz. Au début du 19e siècle, quand l'exploitation de gaz en était à ses débuts, les entreprises se faisaient concurrence pour trouver des clients. Mais cette concurrence ne dura pas longtemps. L'offre locale de gaz devient rapidement un monopole presque partout en raison des coûts fixes importants qu'impliquaient les infrastructures urbaines pour distribuer le gaz. Dans la mesure où le coût du réseau de distribution ne dépendait pas de la quantité de gaz vendu par une entreprise, les firmes ayant un volume de vente plus important avaient un avantage en termes de coûts. Elles étaient en mesure de répartir les coûts fixes sur un volume plus important et avaient donc un coût total moyen plus faible que les firmes de petite taille. Dans un secteur caractérisé par des économies d'échelle, les entreprises de plus grande taille sont davantage profitables et éliminent les plus petites. Pour la même raison, les entreprises installées ont un avantage en matière de coûts sur tout nouvel entrant potentiel. Un monopole créé et maintenu par des économies d'échelle est appelé un monopole naturel. Et pour rappel, une économie d'échelle, c'est une situation dans laquelle le coût unitaire de production baisse lorsque la quantité produite, l'échelle de production, augmente. Alors, on vous demande en première question, pourquoi le coût total moyen des entreprises de distribution du gaz baisse-t-il quand le volume des ventes augmente? Ce qu'il faut bien comprendre, l'idée c'est, en gros, le coût moyen diminue. La notion de coût moyen, c'est facile à comprendre, c'est le coût total divisé par les quantités vendues. Donc forcément, si le coût total ne change pas beaucoup, mais que les quantités vendues augmentent beaucoup, ça veut dire que ça va faire baisser le coût moyen. Donc l'idée, c'est que les entreprises qui vont avoir le coût moyen le plus bas, ça va être celles qui vont réussir à vendre beaucoup, vendre un grand volume de production, tout en ayant leur coût qui n'augmente pas beaucoup. Et là, on voit que dans le réseau de gaz, c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on est dans une situation où on a des entreprises ce qui fait que ça coûte cher, en fait, la plupart des coûts, ce sont des coûts fixes. En fait, ce qui coûte cher dans un réseau de distribution de gaz, c'est de construire les tuyaux. Construire les tuyaux qui permettent d'amener le gaz jusque chez vous. Après, une fois que les tuyaux ils ont été construits, ça coûte pas beaucoup plus cher de faire passer 10 litres de gaz par jour plutôt que 10 litres de gaz par heure. C'est-à-dire le volume de gaz, c'est pas ça qui va... Donc le volume de gaz qu'on va envoyer, ça c'est les coûts variables, mais ça coûte pas beaucoup plus cher. Ce qui coûtait vraiment cher, c'était les coûts fixes. Donc en fait, toutes les industries où il y a de gros coûts fixes,
où du coup ça veut dire par exemple construire des rails pour la SNCF, ça c'est le cas, mais construire ici voilà des tuyaux d'acheminement de gaz, bah, ça va être beaucoup plus efficace d'avoir une seule grosse entreprise qui dessert tout le monde plutôt que plein de petites. Du coup, la raison qui fait que ces entreprises-là, c'est les grosses entreprises qui vendent beaucoup, arrivent à être plus rentables, c'est parce qu'elles font ce qu'on appelle des économies d'échelle. C'est la notion qui vous est donnée dans le document. Elles font des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'elles arrivent à faire baisser le coût unitaire en vendant beaucoup. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans tous les marchés comme ça, où il y a de fortes économies d'échelle à faire, c'est-à-dire où en fait, la partie qui est très très chère, c'est les coûts fixes, ça va être beaucoup plus efficace d'avoir pas plein de petites entreprises, mais une seule grosse entreprise. Donc justement, question 2, on vous demande pourquoi un tel monopole est-il qualifié de naturel ? Bah justement, en fait, par définition, un monopole naturel, c'est un monopole qui découle de fortes économies d'échelle. En fait, ce qui fait que l'entreprise de gaz, là, elle est en monopole, c'est pas parce que légalement, aucune entreprise a le droit de rentrer. C'est juste que, en fait, la forme monopolistique, un modèle avec une seule entreprise, c'est le modèle le plus efficace. Un monopole naturel, en fait, c'est un monopole qui découle naturellement du jeu de la concurrence. C'est-à-dire que, ce qu'on vous raconte ici, hein, au début, il y avait plein de petites entreprises différentes, et puis au bout d'un moment, il y en a une grosse qui a réussi à s'imposer, celle qui faisait le plus de ventes déjà à la base. Elle a réussi à vendre beaucoup moins cher que les autres parce qu'elle faisait des économies d'échelle, et elle a réussi à évincer toutes les autres. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un monopole qui s'est installé, parce qu'il était beaucoup plus efficace que tous les autres, et parce qu'il arrivait à faire réduire beaucoup ses coûts en produisant beaucoup, bah, on appellera ça un monopole naturel. Justement, en troisième question, on vous demande d'illustrer d'autres exemples de monopole naturel. Bah, il y a le gaz, c'est vrai, mais en fait, il y a le réseau d'eau, le réseau ferroviaire. En fait, la plupart des activités de réseau vont fonctionner comme ça. Parce qu'en fait, dans les activités de réseau, ce qui coûte cher, c'est de construire le réseau. Une fois que le réseau existe, bah, on peut envoyer quoi que ce soit qu'on vend, hein, que ce soit du gaz, de l'eau, de l'électricité. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Et le transport ferroviaire, même chose. Hein. Je veux dire, les coûts fixes très importants, ça va surtout être la construction de rails. Mais après, une fois que les rails sont construits, bah, on peut envoyer des trains. Et les réseaux sociaux, ça marche aussi comme ça. Hein. Finalement, il y a assez peu de réseaux sociaux différents. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qui va faire l'efficacité d'un réseau social, c'est s'il y a beaucoup de gens dessus. À partir du moment où il y a plein de gens sur un même réseau social, et bah, du coup, il y a de plus en plus de gens qui vont y venir, et du coup, ça va faire que le réseau social va pouvoir se développer. Donc du coup, bah, c'est un mode de développement qui favorise les plus gros. Les petits réseaux sociaux où jamais personne vraiment va se mettre dessus, ben, ils finissent par péricliter. Voilà, donc ça, c'est le premier type de monopole, le monopole naturel, le monopole qui découle de barrières à l'entrée naturelles, en gros, qui découlent des économies d'échelle. Deuxième type de monopole, on va étudier le monopole d'innovation, c'est le document 7. Monopole d'innovation, le cycle du médicament, où là on voit que le médicament, en fait, développer un médicament, ça se passe en 3 étapes principales. Premièrement, le développement du médicament, en gros c'est la recherche, les essais cliniques, ça peut aller de 8 à 10 ans. La mise sur le marché, les autorisations, tout ça, 1 à 3 ans aussi. Et en fait, enfin, finalement, la vie réelle du médicament, ou pendant laquelle on va avoir un monopole d'exploitation, un monopole qui est un monopole temporaire, hein, puisque le brevet dure 20 ans, et au bout d'un moment, bah, tout le monde peut utiliser la molécule qui a été trouvée, et puis des médicaments génériques sont vendus. Petit rappel, vous avez la notion là, le brevet c'est un titre de propriété industrielle, hein, en fait de propriété intellectuelle, qui offre à son détenteur le droit d'exploiter son innovation et empêche les autres producteurs de l'exploiter sans son autorisation. En France, le brevet est délivré par l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, pour une durée maximale de 20 ans à partir de la date du dépôt. Alors, on vous demande qu'est-ce qui empêche l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché du médicament. Bah, tout simplement, ce qui empêche les autres concurrents de rentrer sur le marché du médicament, c'est le brevet. Le brevet, c'est un droit de propriété intellectuelle qui joue le rôle de barrière à l'entrée institutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait,
le brevet empêche les autres de rentrer. C'est une barrière à l'entrée. C'est parce qu'il y a un brevet. Du coup, question 2, pour quelles raisons les médicaments inventés par les laboratoires pharmaceutiques sont-ils protégés par des brevets? C'est vrai, normalement, là, le brevet, ça donne l'autorisation d'avoir un monopole légal, enfin un monopole pendant une durée limitée, une durée de 20 ans, mais on va quand même avoir un monopole. C'est-à-dire que Sanofi, quand il invente le Doliprane, quand il trouve la molécule du paracétamol et qu'il invente le Doliprane, il est le seul à pouvoir vendre du Doliprane pendant 20 ans. Et après, au bout de 20 ans, il y a les médicaments génériques qui vont être mis sur le marché, paracétamol, etc. Et ça va permettre de faire baisser les prix. Pourquoi on n'autoriserait pas tout de suite tout le monde à utiliser la molécule? Ça permettrait de faire baisser les prix tout de suite. L'idée, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans le tout premier chapitre, c'est que si on ne permet pas aux entreprises qui font la recherche et qui trouvent la molécule de rentabiliser leur recherche, donc d'avoir ce monopole qui leur permet de rentabiliser les coûts de recherche. On a vu qu'ils sont longs, hein, ça peut prendre 8 à 10 ans pour trouver une molécule, et que tout le monde vend la molécule, etc., ils n'arriveront jamais à rentabiliser les coûts qu'ils ont envoyés, et donc du coup, au bout d'un moment, tout le monde arrêterait de chercher. Parce que tout le monde sait qu'ils se feraient piquer leur invention immédiatement. Donc en gros, le brevet, c'est une solution qui est imparfaite. On sait que c'est pas super d'autoriser des monopoles, on préférait ne pas utiliser des monopoles, enfin ne pas autoriser des monopoles, mais le fait est que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas d'innovation. Donc le brevet est un système qui permet de stimuler l'innovation, de stimuler la recherche. Question 6, pourquoi peut-on parler d'un monopole temporaire pour qualifier la situation des laboratoires pharmaceutiques? Eh bien, c'est un monopole temporaire parce qu'il ne dure qu'un temps limité. Au bout d'un moment, l'invention va tomber dans le domaine public. La question qu'il faut se poser ici, c'est que doit faire une entreprise, en fait, qui veut conserver son avantage technique, qui veut continuer à avoir une position privilégiée dans le marché et à être en capacité d'influencer les prix et de vendre plus cher. Mais en fait, typiquement, ce que doit faire l'entreprise, en fait, si je prends l'exemple d'une entreprise pharmaceutique, c'est que en même temps qu'elle est en train d'exploiter le paracétamol et de vendre ses Doliprane, elle est obligée de chercher de nouvelles molécules et de continuer à faire de la recherche, de sorte que quand le Doliprane sera tombé dans le domaine public, elle aura une nouvelle molécule qu'elle pourra mettre sur le marché. Et ça marche pour toutes les entreprises. Les entreprises de la tech, par exemple, c'est pour ça que tous les ans on a un nouvel iPhone. Les entreprises ne se laissent pas dépasser par les autres et elles continuent à innover. Donc en fait, le fait que ce monopole soit temporaire, ça fait qu'en fait les entreprises sont quand même tout le temps obligées d'innover si elles veulent garder leur avance. Et on voit que c'est ce qui se passe. Voilà, tous les ans, on a le nouvel iPhone, le nouveau Samsung, le nouveau machin. Et il faut voir aussi que sinon, si elles ne continuent pas à innover, elles pourraient aussi se faire copier leurs inventions par les autres. Parce que faites attention, le brevet, il protège une technologie très particulière, mais ça n'empêche pas que certains retombent sur cette technologie par eux-mêmes. L'exemple de l'industrie pharmaceutique, c'est assez facile parce que c'est un peu l'exemple pur, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'ils ont trouvé, c'est une molécule. Donc si une autre entreprise utilise la même molécule, là on le verra et ce sera de la fraude. Mais sur les autres types de technologies, on peut aussi arriver au même genre de technologie sans forcément copier ou sans forcément faire de la fraude. Quand Apple sort le premier iPhone en 2007, donc, qui est le premier téléphone avec un écran tactile, assez rapidement, les autres entreprises de smartphones se sont mis à l'imiter et ont sorti leur propre téléphone avec écran tactile, avec leur propre technologie d'écran tactile. Ils n'ont pas piqué le brevet d'Apple. Apple était quand même le seul à pouvoir utiliser son brevet sous licence, mais ils sont venus avec leur propre technologie pour écran tactile, puisqu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire des écrans tactiles. Et on voit bien que du coup, l'entreprise Apple est obligée de faire toujours des nouvelles innovations et de nouvelles créations pour rester innovant. Donc c'est ça la particularité de ce deuxième type de monopole, le monopole d'innovation, c'est que on continue à innover tout le temps pour pouvoir rester leader dans son marché et pour pouvoir avoir une position de monopole sur son type de marché. C'est ce qu'on a vu aussi pour les cafetières Nespresso. C'est-à-dire qu'avant, quand Nespresso sort les cafetières Nespresso, c'était une technologie très particulière, qu'elles étaient les seules à posséder et personne n'avait le droit de les réutiliser. Maintenant, c'est tombé dans le domaine public, donc vous pouvez avoir des capsules Nespresso génériques, de marque Monoprix, etc., qu'on trouve un peu partout. Et du coup, qu'a fait l'entreprise Nespresso? Elle a innové de nouveau, elle a créé un nouveau système avec des capsules qui n'ont pas du tout la même forme et que là, de nouveau, pendant la durée d'exploitation du brevet, elles sont les seules à pouvoir utiliser. On passe au dernier document, au document 8, où on étudie le monopole institutionnel.
Un monopole institutionnel, du coup, ça va être un monopole mis en place par l'État, et on voit que là, bah, la Française des Jeux, c'est l'État qui a mis en place ce monopole, c'est-à-dire que les autres entreprises n'ont pas le droit de vendre des jeux d'argent, pas parce qu'il y a des économies d'échelle, pas parce que c'est de l'innovation, mais parce que l'État l'interdit et dit non, non, il n'y a que la FDJ, une entreprise sous monopole public, qui a le droit de vendre des jeux d'argent. Un monopole institutionnel, les jeux d'argent et de hasard. En France, les jeux d'argent et de hasard sont fortement réglementés pour des raisons d'ordre public, lutte contre la fraude ou le blanchiment d'argent par exemple, et de santé publique, lutte contre l'addiction aux jeux, la protection des mineurs, etc. L'État français a ainsi accordé des monopoles à certains opérateurs publics comme la Française des Jeux. Il réglemente aussi strictement l'accès au marché, droit d'installation des casinos notamment. La Cour de justice et l'Union européenne considèrent ce secteur d'activité comme une activité de service qui doit être soumise aux règles de la concurrence. La France a donc adopté la loi de 2010 qui ouvre le secteur des jeux en ligne à la concurrence. Et on voit donc que il y a 4 types de jeux de hasard, les jeux de tirage, les paris sportifs, les paris hippiques et les jeux de casino. Il y en a certains sur lesquels la France a, la FDJ a le monopole, notamment là, jeux de tirage, de grattage, paris sportifs. Il y en a d'autres qui ont été ouverts à la concurrence. C'est le cas pour les paris sportifs et hippiques en ligne notamment, et pour certains jeux de casino en ligne, notamment les jeux de cercle, les jeux de poker, belote, etc. Sachant que les machines à sous, blackjack, roulette, etc. sont interdits en France. On ne peut pas jouer à ça en France sur Internet, j'entends. Première question, donc là c'est de l'étude de documents, on vous demande sur quel segment du marché des jeux et de hasard la Française des Jeux détient-elle un monopole. Là on le voit très clairement, la Française des Jeux elle a un monopole sur les jeux de grattage et les paris sportifs physiques et sur les jeux de grattage aussi sur internet, Loto, Keno et tout, c'est aussi un monopole de la FDJ. Par contre, on voit ici que les opérateurs en ligne, paris... on voit que les paris en ligne, ils ont été ouverts à la concurrence, notamment depuis la loi 2010. Justement, c'est la deuxième question. On vous demande quel a été l'effet de la loi de 2010 sur le marché des jeux d'argent et de hasard. Et bien, la loi de 2010, elle a ouvert à la concurrence le secteur vente en ligne, enfin jeux sur internet pour les paris sportifs et les paris hippiques. Typiquement, vous avez dû déjà voir des pubs pour BetClick et ces choses comme ça. Donc, tous ces paris sportifs-là, c'est pas la FDJ, c'est des entreprises privées qui mettent ça en place, et c'est justement ça a été fait depuis 2010 parce que la Commission européenne estimait qu'il n'y avait pas assez de concurrence, et en règle générale la Commission européenne elle essaye de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de concurrence sur les marchés. Enfin, on vous demande pour quelles raisons l'État français accorde-t-il un monopole à la Française des Jeux. Ça on vous le dit dans le texte, en fait l'État français estime qu'il doit avoir un monopole sur la Française des Jeux parce qu'il doit garder le contrôle dessus pour 2 raisons principales. Déjà, c'est pour éviter la fraude, puisque ce serait possible qu'il y ait du blanchiment d'argent ou de la fraude. Donc du coup, déjà, c'est pour garder la main là-dessus, faire des contrôles, s'assurer que tout ça soit bien clean. Mais la deuxième raison, c'est aussi pour protéger les joueurs. Puisque on sait, sur les paris en ligne et sur les jeux de grattage, etc., les gens qui ont des personnalités addictives peuvent devenir addicts à ces jeux-là et dépenser tout leur salaire ou tous leurs revenus là-dedans. Et c'est problématique, et du coup, l'État met en place des numéros verts, des aides, etc., pour éviter que ça arrive. Et ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, il y a quand même des gens qui dépensent tous leurs revenus. Mais imaginez, du coup, si c'était fait par une entreprise privée qui elle, aurait eu tout intérêt à ce que les gens dépensent tous leurs revenus, donc ne ferait pas de garde-fou. Voilà, donc on en arrive maintenant au dernier document, enfin le tableau récapitulatif, où on vous demande de résumer un petit peu tout ça. Donc on va le faire ensemble. L'idée, c'est de comprendre tout ce qu'on vient de dire. Donc les différents types de monopoles. Alors là, dans ce qu'on vient de voir, il y a 3 types de monopoles différents. Il y a le monopole naturel, le monopole d'innovation et le monopole institutionnel. Quelques exemples, pour le monopole naturel, on peut citer EDF, GDF ou la SNCF, tout ça c'est des monopoles naturels. Les monopoles d'innovation, on peut citer Apple ou Nespresso. On pourrait citer aussi Dyson. Le monopole institutionnel, la FDJ, c'est ce qu'on vient de voir, ou la Poste aussi. Alors, petite parenthèse, la Poste, maintenant, c'est plus vraiment un monopole puisque le marché postal a été libéralisé. Maintenant, il n'y a plus que la Poste
pour envoyer des colis. Il y a aussi Relais Colis et Mondial Relais. Ça a été ouvert à la concurrence depuis 2005-2006. Mais avant ça, la Poste a toujours été un monopole public. La Poste est la plus vieille entreprise française, hein. Elle existe depuis le XVIe siècle. D'accord ? Et du XVIe siècle jusqu'en 2005-2006, c'était un monopole d'État, c'est-à-dire que personne n'avait le droit de poster des colis en dehors de la Poste, et c'était la loi qui faisait ça. Alors, on vous demande ensuite l'origine du monopole. En fait, connaître l'origine du monopole, ça va être savoir quelle est la barrière à l'entrée. Hein, parce que pour qu'il y ait monopole, il faut qu'il y ait barrière à l'entrée. Donc là, en gros, on va à chaque fois avoir une barrière à l'entrée différente. La barrière à l'entrée pour le monopole naturel, c'est une barrière à l'entrée structurelle, naturelle. En fait, l'idée, c'est que la barrière à l'entrée, c'est les économies d'échelle. Pour le monopole d'innovation, la barrière à l'entrée, elle est stratégique. La barrière à l'entrée, c'est l'innovation. C'est-à-dire que c'est l'innovation qui permet au monopole d'avoir l'exclusivité sur l'exploitation de sa technologie. Et enfin, le monopole institutionnel, les barrières à l'entrée, elles sont institutionnelles, c'est la loi. C'est-à-dire que c'est la loi qui interdit aux autres entreprises de rentrer sur le marché. La durée, le monopole naturel, il peut durer tant que les économies d'échelle subsistent. Ça, c'est... Voilà, tant qu'il y a des économies d'échelle, monopole naturel. Monopole d'innovation, il est temporaire, clairement, hein, c'est ce qu'on a montré dans le document, c'est que justement, si le brevet arrive à expiration, ça tombe dans le domaine public, ou s'il se fait rattraper par les autres entreprises, il doit continuer à innover, donc c'est le principe du monopole d'innovation, c'est qu'il est temporaire. Et enfin, le monopole institutionnel, on a vu que le monopole institutionnel, il n'est pas infini, puisque la loi peut changer. Ça a changé pour la Poste, ça a changé pour la FDJ aussi, hein. Il y a une partie des jeux qui ont été libéralisés. Donc, en fait, ça existe tant que la loi existe, tant que les barrières réglementaires existent. La loi, elle peut être changée, mais tant que la loi existe, les barrières existent. Voilà, on a fini pour ce grand 2, grand A. Et on passera au grand B en classe la fois prochaine. Voilà, donc mettez bien ça à jour. Et n'oubliez pas, hein, que vous devez aussi mettre à jour le cours sur l'opinion publique et qu'on fait une petite évaluation là-dessus la semaine prochaine.